12 de Pierrot Atubé sur 105.5. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre au D12 de Pyramide FM. La radio a eu 5 ans ce jeudi 1er juillet 2021. 5 ans d'information, de formation et de divertissement pour sans aucun doute des millions d'auditeurs en audience cumulée. Votre rendez-vous des dimanches participe bien à cette œuvre pour plus d'ouverture et de diversité dans notre pays. Ce pays, on a commencé par en parler un 4 juillet 1884, un territoire entré en contact avec les Allemands et la signature d'un traité de protectorat. Depuis cette fin du 19e siècle, cette bande de terre a grandi, s'est affermie et rayonne désormais. Jeudi, c'est le Premier ministre qui a fait sa promotion devant des investisseurs à Paris, le SIAN 2021, où le Conseil des investisseurs français en Afrique a découvert ou redécouvert le climat des affaires au Togo. Madame Victoire Tobega-Dogbe a insisté sur le lancement de PIA, la mise en place d'une nouvelle centrale solaire, la stabilité et la sécurité du pays. A-t-elle réussi son grand oral parisien pendant qu'elle était là-bas? Certains de ses ministres et des officiels du Togo répondaient à des questions des experts des Nations Unies du Comité des droits de l'homme. Le 5e passage du Togo a vécu. Diverses questions ont été posées et des réponses données. La liberté d'association, l'espace civique, la protection des défenseurs des droits de l'homme, la liberté de presse et la problématique de l'indépendance de la HAC. La situation des prisons fait partie de la multitude de sujets débattus. Le nouvel exercice va-t-il permettre une amélioration des droits de l'homme dans le pays et rassurer tous les acteurs? Parmi ces acteurs, Jean-Pierre Fabre a pris la parole. Pas pour poser des questions, mais pour répondre à de nombreuses préoccupations de la presse. Le leader de l'ANC dit vouloir poursuivre son combat pour la libération du Togo, dénonçant au passage le semblant de consensus à la concertation nationale des acteurs politiques. Une posture qui n'a pas été du goût du parti au pouvoir. UNI constate des signes de tergiversation et du radicalisme. Tout ceci se passe au décès de l'ancien chef de l'État par intérim, Abbas Bonfo. L'ancien président de l'Assemblée nationale est mort et enterré ce samedi. Le pays perd un de ses dignes et valeureux fils, a écrit Fonia Singbe. Depuis 4 jours, le deuxième semestre de l'année est bien là. Il est généralement celui des fêtes traditionnelles. Le chef de l'État va-t-il donner en ce mois de juillet le coup d'envoi de la série de célébration des rites initiatiques, des moissons et autres divinités? Mis entre parenthèses, parce que confinées par la Covid-19, ces fêtes vont-elles rester silencieuses pour la deuxième année consécutive? 2 ans sans fête, c'est beaucoup. C'est aussi beaucoup 2 ans avec de nouveaux maires et conseillers municipaux. Les élections municipales se sont déroulées il y a 2 ans et c'est une occasion de bilan pour les élus et les partenaires de la décentralisation. Notre invité du jour nous vient de l'ANC, Kwame Manti, secrétaire général adjoint du parti et membre du comité politique. Le numéro du D12 187 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Romaric Freitas. Kwame Manti, bonjour. Bonjour, monsieur Pierrot Atubé. Comment vous allez? Je rends grâce à Dieu, je me porte bien. Je ne sais pas si vous étiez à l'église, sinon vous avez pris presque 3 minutes de retard. Oui, vous avez raison, je n'étais pas à l'église, je me préparais pour être à l'heure. Malheureusement, l'état de nos routes m'a fait changer plusieurs fois de voie. C'est ce qui explique mon retard. Je m'en excuse auprès de la radio. C'est bien de s'excuser puisque l'état des routes, c'est connu et il faudrait que, et ça je le dis très souvent aux acteurs politiques, et fait son programme à temps pour répondre au rendez-vous, notamment des émissions, surtout les directs. Mais vous êtes excusés, nous allons commencer cette émission par cette triste nouvelle. Elle concerne la mort de l'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien chef de l'État du Togo. Vous-même, vous avez été ancien député. Comment est-ce que vous avez réagi à l'annonce de son décès? Vous savez, nous sommes tous des humains et quand un d'entre nous vient à disparaître, c'est de bon ton que nous ayons des regrets parce que, quoi qu'on dise, c'est un père de famille, M. Abbas Bonfo. Il a été président de l'Assemblée nationale, comme vous venez de le dire, et donc il a présidé une assemblée à laquelle je faisais partie. C'est un regret de le perdre. Mon plus grand regret est que de son vivant,
la nation n'a pas pris les dispositions pour le reconnaître comme un chef d'État. Et c'est ça mon plus grand regret. Oui, effectivement, il y a ce débat autour de sa personne, chef d'État, ancien chef d'État, par intérim, ancien président de la République. Je ne sais pas, quel devait être en réalité son statut? Vous savez, c'est une question de respect des textes que nous nous sommes donnés librement. Et je crois que la Constitution togolaise recommande qu'en cas de vacance de pouvoir, le président de l'Assemblée nationale remplace le président démissionnaire ou disparu. M. Abbas Bonfo, quelles que soient les manipulations qui ont existé pour lui permettre de devenir le président de l'Assemblée nationale et donc de remplacer le président Eyadema décédé, il aurait acquis sans aucun doute le statut de chef d'État. Parce que la Constitution dit qu'il remplace. Et mais, que ce soit de façon transitoire, il remplace. C'est ça, moi je tiens à ce mot. Il remplace. On ne dit pas que il n'est pas le chef d'État. Il remplace. Donc, il devrait être un chef d'État comme tous les autres. Pourquoi cela a gêné certains? Parce que c'est vrai qu'à des célébrations données, des images d'anciens chefs d'État avaient été affichées et beaucoup se sont posés de la non-présence de son image, justement. Pourquoi cela a pu poser, à un moment donné, une certaine crispation? Vous savez, nous sommes dans un pays où il y a le culte de la personnalité. Nous sommes dirigés par un système dictatorial qui pense que le pouvoir, depuis 1963, appartient à la famille Gnassingbé Eyadema. J'ajoute Eyadema pour que ça fasse la différence. Hein. Et que si quelqu'un est devenu président depuis 1963, c'est qu'on lui a prêté, on lui a donné ce pouvoir au nom de la famille Gnassingbé Eyadema. Et que M. Abbas Bonfo ne méritait pas. Voilà, M. Abbas Bonfo ne méritait pas. Et du vivant, du vrai héritier selon eux, de ce pouvoir, je parle de M. Faure Gnassingbé, ça n'aurait pas été bien d'entendre qu'il y a un ancien chef d'État qui ne répond pas au nom de Gnassingbé. C'est mon analyse, hein. Personne ne me l'a dit, mais c'est ce que je constate. Puisqu'il a fallu qu'il décède pour qu'au même moment, le gouvernement parle d'un ancien chef d'État. C'est désolant. Voilà. Vous avez dit par deux fois la famille Gnassingbé Eyadema, parce que c'est pas connu cette famille au Togo. La famille qui est connue, c'est la famille Gnassingbé. Et puis, à un moment donné, il y a eu Gnassingbé Eyadema, effectivement, mais il n'y a pas une famille Gnassingbé Eyadema. Malheureusement, il en existe. Parce que les Gnassingbé, il n'y a pas que ceux de Pia. Il y a des Gnassingbé partout au Togo. Et donc, je tiens à préciser que c'est la famille Gnassingbé Eyadema. C'est votre précision. Abbas Bonfo, il a été salué notamment par l'actuel chef de l'État comme étant un digne, valeureux fils que le Togo a perdu. Mais on a constaté que ces derniers temps, il y a eu Abbas Bonfo, mais avant lui, il y a eu quand même un certain nombre de personnalités, notamment Fambaré Nathiaba, qui a quitté le monde des vivants, et Dem Kodjo, et Abouy Boyaovi. C'est des pertes énormes pour le Togo. Ouais, est-ce qu'on peut les remplacer? Nous sommes des humains, comme je l'ai dit d'entrée de jeu. C'est vrai que chacun de nous a des caractéristiques particulières, mais on ne peut pas les remplacer de la même manière que la personne Abbas Bonfo devrait agir, mais on peut trouver des gens peut-être plus valeureux que ces gens-là. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas été de grands hommes, ils l'ont été en leur temps, mais de nos jours, la nature fera en sorte qu'il y ait des gens comme M. Pierrot Atiobé qui puissent devenir demain président de l'Assemblée nationale et diriger de main de maître et de meilleure manière que M. Abbas Bonfo. Oui, je disais qu'on avait épilogué sur le statut des anciens chefs, en fait, le statut d'ancien chef d'État qui devait être accordé à Abbas Bonfo. Et on a constaté également au Togo qu'un certain ancien ministre, une fois qu'ils ont quitté
le ministère, ils deviennent des anonymes. Certains tirent le diable carrément par la queue. Est-ce qu'il faudrait, par exemple, réfléchir sur une loi, par exemple, qui protège, qui assure un lendemain relativement stable pour ces personnalités? Parce qu'on en a vu d'anciens ministres sur des motos émigrants. On en a vu qui tiennent des sacs en plastique pour aller s'acheter des charbons de bois dans leur quartier. C'est des situations ou des images qui n'honorent pas notre pays. Est-ce qu'il faut réfléchir à avoir une loi qui, une fois qu'ils quittent leur ministère, qu'ils ont servi le pays, puisse être relativement protégés? Nous avons au Togo des lois. Nous avons des lois qui ont prévu toutes ces choses. Je prends l'exemple de l'Assemblée nationale. Il y a une loi qui prévoit la fin d'exercice des députés. Il y a également une loi qui prend en compte le statut des anciens membres du gouvernement, des premiers ministres, du président de l'Assemblée, ainsi de suite. Et c'est juste pour permettre à toutes ces personnalités de se sentir avoir été utiles à la République. Malheureusement, nous avons un gouvernement qui n'applique que les lois qui lui sont favorables. C'est-à-dire, dès lors que vous demandez au gouvernement de donner des moyens d'existence à des gens qui ont servi la République, ce gouvernement ne trouve pas l'utilité de la chose, puisque ce monsieur ne lui sert plus. La plupart des ministres qui ne sont plus aux affaires ont été, permettez-moi l'expression, poussés hors du système gouvernemental. Je ne veux pas dire chassés, ou sont en punition. Et donc, ce gouvernement dirigé par des gens un peu rancuniers ne peut pas et ne veut pas mettre en application ces dispositions législatives qui en réalité sont prévues pour prendre en considération ce que vous venez de toucher du doigt. Cependant, je voudrais ajouter ceci. Les personnalités politiques qui, à un moment donné, ont exercé le pouvoir au nom des citoyens togolais ne doivent pas être catégorisés. Ils sont toujours des humains naturels. Ils peuvent aller au marché, à pied, à Zémigan, comme ils l'entendent. Ça n'exclut pas le fait que vous dites que certains qui ont déjà exercé le pouvoir tirent le diable par la queue. C'est vrai. Vous, personnellement, vous avez été ancien député à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous tirez le diable par la queue. Quelle est votre situation à vous? Comment est-ce que vous vous occupez? Ben, moi, je suis, mon plein temps, je l'exerce pour les activités de l'ANC. Vous savez que depuis 2010, nous avons été chassés de l'Assemblée nationale. Et donc, et pour nous, nous ne regrettons pas nos positions. Ce sont nos positions politiques qui nous ont mis dans cette situation-là et nous les assumons pleinement. Vous êtes un acteur politique professionnel, qui reste carrément, parce qu'il y a certains qui font la politique à mi-temps, mais vous, pleinement, vous êtes au sein de l'ANC. Ce n'est pas tout, c'est un choix, mais ce n'est pas exactement ce que cela signifie. Je rappelle que de 2013 à 2018, j'ai passé mon temps en prison pour les affaires des incendies des marchés, des grands marchés de Lomé et de Kara. Et donc, vous voyez que ce n'est pas par refus de travailler que je ne suis pas occupé nulle part au niveau de l'ANC. Nous allons donc sans doute parler de votre expérience carcérale, puisque cette semaine, quand le Togo était interrogé par les experts des Nations Unies dans le cadre de son passage devant le comité des droits de l'homme, il s'est agi également une nouvelle fois des conditions dans la prison de Lomé et de l'intérieur du pays. Mais le temps de parler de votre parti politique, l'ANC, puisque cette semaine, le président du parti, Jean-Pierre Fabre, s'est longuement confié à la presse. C'est pas courant venant de Jean-Pierre Fabre. Qu'est-ce qui cache en réalité cette sortie?
Je ne comprends pas. Pardon, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Faire une conférence de presse, ces derniers temps, c'est pas courant. Hein. Voilà, c'est ce qui a manqué ces derniers temps, oui. Ces derniers temps, je crois que depuis l'élection du 22 février 2020, l'ANC s'est gardé de faire des sorties médiatiques. Nous avons tenu un conseil national le 10 octobre 2020. Et donc, on a organisé cette conférence de presse parce qu'il fallait expliquer aux populations la profondeur de notre situation sociopolitique et amener la population togolaise à s'assumer. Il y a eu des choses qui sont passées et si on ne permet pas à cette population, au peuple togolais, de connaître la vérité des choses, elle risque, compte tenu des informations qu'ils ont, que cette population a, elle risque de prendre des décisions qui n'iront pas à son avantage. D'où la nécessité pour l'ANC et son président d'organiser cette conférence de presse qui a eu lieu courant cette semaine. Pour que les Togolais s'assument, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous savez que au lendemain, du moins pendant le scrutin de 2020, un certain courant politique dit de l'opposition a fait entendre au peuple togolais que désormais la lutte et le combat pour sa libération est dévolu au Saint-Esprit et que le peuple togolais devrait croiser les bras, attendre que le Saint-Esprit se batte pour lui. Ce qui n'est pas la philosophie de l'ANC. Et donc, il nous appartient de rappeler à notre peuple sa part de responsabilité dans cette lutte de libération. Non, vous parlez carrément de lutte de libération. Quand on parle de lutte de libération, très souvent, et dans beaucoup de pays, c'est quand les gens prennent des armes quand on parle de lutte de libération. En réalité, au Togo démocratique, depuis un certain nombre d'années, parler encore de lutte de libération. Est-ce que ce n'est pas exagéré? Non, pardon, ce n'est pas exagéré. Nous sommes dans une dictature féroce. Et donc, il faut que le peuple se libère. C'est comme si on était en guerre. Cette guerre-là ne s'exprime pas forcément avec des armes. D'un côté, ceux du pouvoir, ils utilisent le pouvoir et les armes. Et ça ne vous est pas étrange. Mais nous, au niveau de l'opposition, nous utilisons le débat politique, le débat contradictoire. Et c'est pour cela que nous appelons notre peuple à prendre ses responsabilités. C'est au peuple de se lever pour dire nous ne voulons pas cette manière avec laquelle nous sommes dirigés. Ce n'est pas un esprit, qu'il soit sain ou pas, de venir nous libérer. Ce n'est pas à la diplomatie internationale de venir nous libérer. C'est à nous, nous, peuple togolais, comme nos aïeux l'ont fait pour la conquête de l'indépendance, de nous libérer aujourd'hui de la dictature. Ce que vous dites, est-ce que le peuple togolais ne le sait pas depuis la conférence nationale? Puisque massivement, les Togolais se sont toujours mobilisés quand il s'agit de participer aux élections. Et pour les résultats même, hein, que ce soit au niveau de l'ANC, que ce soit au niveau de l'UFC avant, et récemment de la DMK, vous aviez toujours réclamé avoir été spolié de votre victoire. Cela suppose quelque part que le peuple togolais a toujours joué sa partition. Évidemment, le peuple togolais a toujours joué sa partition, sauf que depuis 2020, ce peuple attend l'action du Saint-Esprit. Non, mais en fait, ça aussi, focaliser le débat sur 2020, le Saint-Esprit, est-ce que ce n'est pas réducteur, puisque la situation que nous vivons au Togo, que vous semblez dénoncer, cette situation ne remonte pas à 2020. Ah non, ben, cette situation, je crois que le peuple togolais s'est mobilisé jusqu'en 2020.
Parce que, à ma connaissance, quand moi je sors de la prison en 2018, le peuple togolais était dans les rues, se battant pour sa libération. Il a fallu que Monseigneur Kwadwo intervienne dans le débat politique pour demander au peuple togolais de ne plus se déranger, de rester chez lui à la maison, parce que lui, Dieu lui a parlé et que le Saint-Esprit allait agir. Nous n'inventons pas le Saint-Esprit. Ce débat du Saint-Esprit dans la politique togolaise, ce n'est pas nous qui l'inventons. C'est Monseigneur Kwadwo et la DMK. Et c'est pour cela que nous disons que nous ne demandons pas au peuple togolais de prendre ses responsabilités, nous lui rappelons son devoir dans cette lutte de libération. On entend ce que vous dites de plus en plus, mais est-ce que ce n'est pas des charges inutiles que de diriger les attaques sur Monseigneur Kwadwo et la DMK, puisque par exemple, quand on remonte un peu, 2 ou 3 ans en avant, au niveau de la C14, déjà, vous avez suspendu les manifestations. Et les Togolais ne manifestaient plus. Ce n'est pas tout à fait le cas. Au niveau de la C14, c'est vrai que quand les discussions s'ouvraient avec le régime sous la direction de la CEDEAO, il a semblé, je le dis comme ça parce que ce n'était pas la C14 dans son entièreté qui s'était accordée sur la suspension des manifestations. La C14 avait été mise devant le fait accompli par un des leurs qui avait accepté cet engagement vis-à-vis de la CEDEAO. Et c'est pour cela que pendant ces discussions, vous avez constaté que la C14 tenait des manifestations. Je me rappelle bien que le jour même où la CEDEAO se réunissait ici, la C14 avait organisé une manifestation qui avait été réprimée. Et par après, il y a eu des manifestations de la C14. Donc, la C14 n'avait pas totalement annulé ou bien suspendu ces manifestations. Dès le début des discussions, oui, la C14 avait suspendu. Et vous vous rappelez que le vice-président de l'ANC avait fait une sortie sur une chaîne de radio et avait dit que la C14 n'aurait pas dû accepter cette suspension des manifestations parce que c'est la seule arme véritable que disposait la C14. Ce que vous dites, c'est clair que on sait, puisque c'est une histoire assez récente, à un moment donné, vous ne manifestez plus au niveau de la C14. Mais la question aujourd'hui qui se pose quand on vous écoute de plus en plus, est-ce que votre problème aujourd'hui au niveau de l'ANC, est-ce que c'est la DMK ou le gouvernement? Vous le savez mieux que nous. Notre problème n'est pas la DMK. Notre problème, c'est le gouvernement togolais, la dictature du RPT uni. Ce sont eux nos adversaires. Mais figurez-vous que quand vous faites face à votre adversaire principal, et que ceux qui se disent vos amis, qui doivent avec vous se battre contre cet adversaire, vous tirent sur les pieds, qu'est-ce que vous devez faire? Il vous faut le leur dire, vos tirs ne sont pas dirigés contre l'adversaire, mais contre moi. Arrêtez pour que nous puissions faire face à l'adversaire commun. C'est ce que l'ANC est en train de faire. Ce qu'on remarque en réalité, c'est que vous vous entretuez. Non, non. L'ANC n'est pas en adversité avec les gens dits de l'opposition. Non. Mais ce n'est pas parce que nous sommes tous de l'opposition que nous ne devons pas dénoncer les mauvais comportements de nos camarades qui enlisent notre lutte, qui nous empêchent d'avancer. C'est ce que nous sommes en train de faire. Je dis ceci, par exemple, pour le scrutin de 2020, si l'ANC s'était dit, bon, il faut que nous mettons les pendules à l'heure, dire au peuple togolais que les sorties de Monseigneur Kwadwo ne sont pas des vérités. Monseigneur Kwadwo vous trompe, Monseigneur Kwadwo dit des contre-vérités. C'est en réalité pour nuire à notre lutte que Monseigneur Kwadwo fait ces sorties-là. Je pense que le peuple togolais n'allait pas avoir le même comportement lors du vote. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire évoluer le débat un peu? Parce que depuis quelques mois, quand on écoute les responsables de l'ANC, ils parlent abondamment de Monseigneur Kwadwo de la DMK. Mais quand on remonte un peu encore quelques années auparavant,
il faut dire que les différentes manifestations, les différentes revendications, que ce soit au niveau de l'ANC et au-delà de la C14, les résultats sont peu nombreux. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas suffisamment de résultats qu'il faut renoncer à la lutte. Non. Au contraire, il faut persister. C'est dans la détermination qu'on finit par avoir des résultats. Nous ne nous acharnons pas contre la DMK. Il y a un passage de la Bible qui dit: quand vous connaîtrez la vérité, vous serez affranchis. C'est une façon de paraphraser la Bible. Ok? Le peuple togolais a besoin d'être affranchi. Et c'est pour cela qu'il lui faut la vérité. Tout ce que Monseigneur Podoro a raconté, tant que le peuple ne sera pas convaincu que ce sont des mensonges, il sera difficile à ce peuple-là de se reprendre de nouveau en charge. Est-ce que quand le peuple togolais finira par connaître la vérité, au bout, est-ce que nous aurons l'alternance? Parce que ça aussi, c'est la question. Parce que c'est la question de l'alternance qui a amené l'intervention de Monseigneur Podoro. Et qui a, par exemple, au niveau de l'ANC, au niveau de la C14, au niveau d'autres leaders, qui a en réalité amené leur engagement. Oui, on se bat pour l'alternance. Mais on ne va pas décréter l'alternance. Nous n'allons pas dire que il suffit que les mensonges cessent pour qu'automatiquement qu'il y ait l'alternance. Les mensonges doivent cesser et qu'on s'organise comme une vraie armée pour de vrais résultats. C'est une condition. Elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas la seule. Mais il faut, en plus de la cessation des mensonges, qu'il y ait une bonne organisation dans la vérité. Bien, merci. On a eu Jean-Pierre Fabre devant la presse et il s'est prononcé sur un certain nombre de questions. Et, exemple, des discussions qui ont lieu à la CENAP. La CENAP, c'est la concertation nationale entre acteurs et politiques. Et en définitive, ce dimanche, quelle est la position de l'ANC sur ces discussions qui ont lieu à Lomé? L'ANC s'est engagée dans ces discussions d'abord parce que l'ANC avait sollicité à plusieurs reprises le chef de l'État pour l'ouverture des discussions en vue de l'amélioration du cadre électoral pour des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Ces sollicitations n'ont pas été suivies de réponses favorables. Et notre dernier Conseil national nous avait recommandé fortement de continuer dans cette lancée. C'est pour cela que quand le gouvernement a trouvé qu'il était bon temps de faire ces discussions, l'ANC n'avait pas hésité. Nous y sommes allés en pensant que nos adversaires, le RPT uni, convoquaient ces assises-là avec bonne foi. Et donc, l'ANC a fait des propositions allant dans l'amélioration, dans le sens de l'amélioration de nos textes et dans leur globalité, leur mise en œuvre. Malheureusement, nous avons constaté que, au lieu d'un consensus, c'est plutôt un diktat. Ça voudrait dire que vous faites des propositions, on vous dit, on examine vos propositions et à la fin, ce sont les propositions du RPT uni qui sont retenues. Et c'est pour cela que l'ANC a écrit, dans un premier temps, au ministre d'État pour lui dire nos constats et l'amener à changer de cap pour qu'on réalise ensemble un consensus autour de nos textes. Cette première lettre du 27 mai, n'ayant pas été suivie des faits, l'ANC aujourd'hui, au cours de la conférence du mercredi passé, M. Jean-Pierre Fabre vous a situé l'opinion sur la position de l'ANC. Parce que nous ne voulons pas nous mêler à un travail dont les résultats ne vont pas satisfaire les attentes du peuple togolais.
C'est pour cela que jusqu'ici, l'ANC attend. Vous avez suspendu la participation de l'ANC? Nos représentants ne vont plus à ces discussions, non pas parce que nous n'y serons plus, on y est, mais ça, je vous informe qu'en dehors de la lettre du 27 mai, le 16 juin, nous avons écrit de nouveau au ministre pour nous dire que nos représentants ne viendront pas aux réunions de la CNAP jusqu'à ce que c'est-à-dire une délégation de l'ANC et le ministre se retrouvent pour aplanir les divergences. Mais est-ce que ça va pas être un traitement de faveur? Parce que vous êtes plusieurs partis politiques à prendre part à faire discussion. Pourquoi est-ce qu'on doit vous recevoir, vous particulièrement? Non, ce n'est pas un traitement de faveur. C'est parce que ce ne sont pas les autres qui empêchent l'évolution du débat. C'est le RPT uni qui empêche l'évolution du débat. C'est pour cela que nous voudrions discuter avec le RPT uni pour se rendre à l'évidence qu'ils ont la bonne foi de faire avancer les choses ou non. Parce que pour nous, il ne sert à rien d'aller perdre son temps si ça ne va pas aboutir à des conclusions favorables aux attentes du peuple. Donc, ce que nous faisons, cette démarche-là, n'a rien à voir avec les autres participants à la CNAP. Nous sommes tous à la CNAP, nous savons qui veut faire avancer les choses et qui ne le veut pas. Ce n'est pas pour dire que les autres ne sont pas importants, non. Mais nous ciblons la partie qui empêche l'évolution des débats, c'est tout. Il y a quelques jours, sans doute la semaine passée, quand on a écouté le porte-parole de votre parti, Éric Dupuis, quand on a écouté, on a semblé croire qu'en réalité, vous n'avez pas les préoccupations qui sont celles remises sur le tapis cette semaine par le président Jean-Pierre Favre. Et puis, il y a même un site proche du pouvoir qui a bien titré « L'ANC reste à la CNAP ». Donc, il y a une sorte de flou là qui entoure la question ANC-CNAP. Non, il n'y a pas de flou. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous sommes toujours à la CNAP. Nous sommes là. Mais nous ne prenons plus part aux réunions de la CNAP. Jusqu'à ce que nous ayons une solution. Parce qu'il y a plusieurs sujets. Figurez-vous qu'il y a plusieurs sujets à traiter. Aujourd'hui, depuis le début de cette discussion, il ne parle que du cadre électoral. Et on ne peut pas ne pas trouver une solution fiable au cadre électoral. C'est pour cela que nous avons écrit. Et si je veux m'en tenir à la dernière sortie du secrétaire exécutif du RPT, de l'UNI, pardon, mais ils disent que l'UNI veut réaliser un consensus. Comment on réalise un consensus si c'est les positions de l'UNI seule qui servent de conclusion au débat? C'est ce que nous dénonçons. Si tant est qu'ils veulent un consensus, alors ils doivent être à l'écoute des autres participants. Que disent justement les autres participants? Parce qu'on ne les écoute pas assez. Surtout que ces discussions ont lieu à huis clos, on ne sait pas ce qui se passe en réalité là-bas. Ah, il appartient donc au Sénat de communiquer. À ce que je sache, il avait été retenu que le Sénat communique et que les membres, les différents membres qui participent à cette concertation-là aussi communiquent. Donc, si l'ANC communique, nous ne sommes pas en erreur, contrairement à ce que M. Acholi a tenté de faire croire à travers son communiqué. Quand il dit que nous sortons du cadre ou bien des règles définies dans cette concertation. Non. D'ailleurs, lui-même, il confirme que nous avons le droit de communiquer, puisque lui aussi l'a communiqué. Oui, je ne sais pas si vous avez écouté récemment un responsable de FDR que nous avons reçu ici. Lui aussi a semblé dire la même chose, qu'en réalité, les meilleures négociations, les meilleures discussions sont celles qui se déroulent à huis clos. On avait reçu ici le docteur James Amaglo. Oui, mais je crois qu'il ne vous avait pas dit
qui n'avaient pas le droit de communiquer. Quand il dit que les meilleures discussions sont celles qui se déroulent à huis clos, cela ne veut pas dire qu'il est interdit de communiquer. C'est deux choses bien différentes. Avant qu'il y ait ces réserves, on avait eu à écouter les gens de la DMK apporter des réserves sur ces discussions qui ont lieu. On a écouté également le cas qui a apporté des réserves. Vous-même, au niveau de la l'ANC, vous commencez par apporter des réserves. Si éventuellement les points de réserve que vous soulevez ne sont pas pris en compte par le pouvoir, est-ce que vous finirez par claquer la porte? On en visera. On en visera. Là, au niveau de l'Union, on parle de radicalisme là, et de tergiversation. Est-ce que ce n'est pas de cela qu'il s'agit? Puisque vous dites que vous êtes là et que vous ne prenez pas part aux dernières discussions, est-ce que ce n'est pas une tergiversation? Non. Quand Uni dit que c'est du radicalisme, je vais vous donner un exemple. L'ANC, et ça vous m'amenez à rentrer un peu dans le fond des débats là-bas, l'ANC demande par exemple pour la composition de la CENI, 8 pour l'opposition, 8 pour le pouvoir, comme la CEDEAO nous l'a recommandé comme une prescription médicale. Est-ce que c'est être radical? Est-ce que c'est être radical de demander ce que nous tous on a accepté devant la CEDEAO? Si c'est ça le radicalisme, alors nous le sommes. Nous le sommes. Mais même si la question du 8-8, on sait ce que ça a été dans ce pays. Il y avait eu les 8-8, mais ça n'a pas fait évoluer le débat au niveau de la CENI. Justement parce que les 8-8, il y avait une dernière personne pour que ça fasse les 17, que la CEDEAO devrait nommer. Mais la partie adverse, c'est-à-dire le régime, le RPT uni, avait fini par refuser. C'est ça qui a donné ce semblant de désaccord. Sinon, tout le monde était d'accord pour les 8-8. Voilà. Vous portez des réserves, sans doute on écoutera les autres partis également qui continuent pas à prendre part aux travaux. Si au final, vous vous retrouvez seul à être dans cette posture, est-ce que vous, demain par exemple, vous participerez ou vous serez concerné par les décisions qui sortiront des discussions? Parce que d'autres partis comme l'UDS, l'FDR, le NET, ces partis-là continuent pas à prendre part effectivement aux travaux. Nous ne sommes pas malheureusement ces partis-là. Nous sommes l'ANC. Et je crois que c'est de notre devoir de nous assumer. Nous disons ce que nous pensons être bon pour notre peuple. Nous nous sommes engagés dans cette lutte pour cela. Et que nous soyons seuls à le dire, je crois qu'il n'y a pas de honte à être seul à dire ce qui est vrai. Ce que je dis, est-ce que vous serez engagé si par exemple cette discussion finisse par aboutir à des conclusions? Est-ce que ces conclusions-là vous engageraient demain? Je crois que non. Nous reviendrons sans doute dans le cours de cette émission sur un certain nombre de points qui ont été également évoqués par le président de l'ANC. Mais sur la question du radicalisme, c'est vrai qu'on vous tasse très souvent au niveau de l'ANC d'être un parti radical. Est-ce que c'est vrai ou pas? Malheureusement, je ne comprends pas bien ce que les gens cachent dans ce mot radical. Quand nous demandons, à titre d'exemple, qu'on fasse des réformes constitutionnelles, de sorte que le débat politique soit respectueux, que les scrutins soient acceptables par tous, est-ce que c'est du radicalisme? Si c'est de ça qu'il s'agit, alors nous sommes des radicaux. Mais est-ce qu'il n'y a que ça? Vous avez par exemple dans ce pays, au niveau du FRAC, si je ne me trompe pas, manifesté sur 4 années. Les gens ont trouvé ça totalement... les gens n'ont pas compris. Les gens parlaient de radicalisme, que par exemple d'aller jusqu'à ce niveau-là. Oui, est-ce que... non, c'est leur appréciation, hein. Moi, je ne peux pas les juger, c'est leur appréciation. Mais nous, on a manifesté pendant 4 ans. Oui. Peut-être que les gens trouvaient que ce n'était pas normal. J'espère qu'ils trouvent que c'est bien normal que depuis 2020, qu'il n'y ait pas de manifestation. C'est vrai que depuis 2020, il n'y a pas de manifestation, mais depuis 2020 également, par exemple, les gens pensent, et ça aussi, je ne sais pas si vous avez écouté, les gens pensent que vous êtes devenu beaucoup plus réaliste. Mais nous, on ne peut pas se mettre à la place des gens. Ils pensent
Et c'est leur droit de penser. Mais nous, on sait ce que nous sommes. Nous savons que nous sommes résolument engagés dans cette lutte de libération et nous faisons ce que nous devons faire pour sortir notre peuple de la dictature. Est-ce parce que nous n'avons pas appelé le peuple à sortir après l'élection de 2020 que nous ne sommes plus ce que nous étions? Est-ce de ça? C'est ce que les gens veulent dire? Moi, je voudrais comprendre. Les gens pensent que depuis que, par exemple, votre président Jean-Pierre Fabre est devenu, mais qu'un certain nombre de responsables de votre parti sont devenus des élus locaux confrontés à la gestion au quotidien du pouvoir. Et ils ont compris qu'en réalité, les choses ne sont pas forcément ce qu'on pense quand on est à l'extérieur de l'administration. Je pense que l'ANC a eu déjà des députés à l'Assemblée nationale. On ne peut pas nous dire que les députés ne sont pas des gens responsables qui connaissent la gestion de la chose publique. Et pourtant, nous avons toujours défendu ce peuple avec détermination. Et c'est un peu parce que les gens sont devenus maires à l'ANC que nous allons changer de cap. D'ailleurs, qui va nous dire que parmi les partis de l'opposition, il y a eu de plus virulent contre les dernières réformes constitutionnelles opérées par l'Assemblée actuelle? Il n'y a que l'ANC qui l'a fait et qui a dénoncé virulemment certains articles qui ont été votés par l'Assemblée actuelle et dont faisait partie M. Agboueme Kodjo. Parlez encore d'Agboueme Kodjo. Puisque vous avez suffisamment parlé de Monseigneur Kodjo de la DMK, vous parlez d'Agboueme Kodjo. C'est pour citer un exemple. Ceux qui nous taxent d'être aujourd'hui devenus des disciples de je ne sais quoi, ben, ce sont eux qui ont voté les textes actuels, qui nous mettent en mal. Bien, merci. Nous venons de passer avec vous 45 minutes et c'est la tradition que les auditeurs également participent à l'émission. Je rappelle que notre invité du jour, c'est Kwame Manti. Il est le secrétaire général adjoint de l'Alliance nationale pour le changement. Il est également membre du comité politique de ce parti. Il est surtout ancien député à l'Assemblée nationale. Je rappelle les numéros de l'émission 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Vous pouvez lui poser des questions. J'ai également quelques commentaires qui sont laissés sur les réseaux sociaux. Je me ferai le devoir de les présenter dans un instant à notre invité. Romaric Fritas, est-ce que nous avons les premiers auditeurs? Allô, bonjour. Bonjour. C'est M. Maglo? Oui, c'est Maglo. Ça fait belle lurette. Ça fait longtemps là. Vous allez bien quand même? Bonjour, monsieur Manti, Komi. Bonjour, M. Maglo. Vous vous rappelez très bien, on a milité dans l'ANC. Ah oui, je vous connais. Cependant, je vais vous faire une petite remarque gentiment. Oui. Vous avez tenu un propos qui ne m'a pas tellement plu. Oui. Lorsque vous disiez qu'il y a un courant d'opposition qui voudrait qu'on reçoive l'opposition, vous m'excusez, hein. Non, allez-y. Vous disiez qu'il y a un courant d'opposition qui attend le Saint-Esprit pour s'octroyer l'alternative. L'alternance. Voilà. Alors, ça c'est des propos qui vraiment, moi, ça ne m'a pas plu. Étant donné qu'on vous a demandé qui est votre opposition, qui, entre le parti au pouvoir et la DMK, qui est votre ennemi politique, vous avez bien dit que c'est le parti au pouvoir. Et l'autre parti, c'est votre partenaire, la DMK. Quoi qu'on dise, vous êtes plus proche de la DMK que de l'Union. Et ce propos, vous pouvez vous passer de cela. Et ça ne fait que diviser encore l'opposition. Et vous savez, tous les Togolais voudraient quand même que l'opposition parle d'une même voix. Ça, c'est ça que j'ai trouvé un peu, pas déplacé, mais pas très gentil de votre part. Vous m'expliquez de tenir ce propos plus ou moins sévère envers vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maglo, d'avoir pu nous appeler ce dimanche. Est-ce que vous avez une réaction à faire Oui, je voudrais d'abord saluer M. Maglo, que je connais un peu bien. Je suis peiné de savoir que mes propos l'ont dérangé.
mais je crois qu'il peut faire l'effort de comprendre qu'il nous appartient de dire ce qui est la vérité, et je sais que c'est ce qu'il lui-même il a toujours défendu. Quand je dis que un certain courant de l'opposition a préparé le peuple togolais à attendre l'action du Saint-Esprit, je crois qu'il est certain et sûr que ce n'est pas moi qui l'invente, c'est bien la DMK qui a inventé cela, et il nous faut le dire. J'aurais aimé que lorsque la DMK préparait le peuple togolais à cette posture, que mon frère, mon cher frère, M. Maglo, fasse cette sortie pour dire attention, il y a un danger, parce qu'il n'appartient à personne, ou même à un esprit, de venir défendre la cause du peuple, mais que c'est ce peuple-là lui-même qui doit se mettre en action pour sa libération. Donc, qu'il n'y ait pas de malentendu. C'est noté, le deuxième auditeur après Maglo. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'antenne, votre nom? C'est Kofi. Kofi. Ouais. Allez-y. Bon, bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur Kofi. Semble que la révolution s'est commencée depuis 1990. Et on a entré jusqu'à présent. Voilà comment les Togolais souffrent. On vous en prie. Voilà sur les réseaux, on vous appelle, on vous injure, c'est pas bon. Hein? Vous voyez comment les Togolais souffrent. Il y a eu là plus de fois. Vous voyez comment la vie est. Moi, je suis très simple. Mais je venais de service hier, je vais rater, je n'ai pas pu rater. J'ai dormi sur la voie, à quelque part. C'est pas bon. Il faut nous aider. Nous sommes tous des Togolais. Aimer les uns et les autres. C'est fini. Un point clair. Si on aime bien, rien ne va pas nous suivre. Merci. Bien, merci. Ce n'est pas une question, tout simplement. C'est justement la pluie. Ce n'est pas votre quartier d'habitation. Vous habitez où? Je vous le disais que j'ai souffert pour arriver ici. Je suis à Guedaliko. Vous connaissez? Non, moi je ne connais pas. Voilà, c'est derrière le camp GP. Et les voies d'accès sont vraiment difficiles. C'est ce que nous dénonçons. Notre système de gouvernance qui est mis en place par le RPT uni ne nous avantage pas. Parce que le peuple est laissé à lui-même, même les voies bitumées pendant les périodes de pluie ne répondent même pas à l'attente du peuple. Justement parce que les investissements qui sont faits, je ne sais pas comment les choses se passent, ça n'arrange pas le peuple. Vous voyez? Il y a des routes qui ont été prévues depuis des années, quand nous étions même à l'Assemblée nationale, et jusqu'ici. Lesquelles, par exemple? Vous voyez la route qui est en train d'être refaite actuellement, Lomé Aneho, avec Pozo Aneho. C'est une route qui a été prévue depuis 2008. OK? Et on nous avait dit que les études avaient été faites, le financement disponible. Jusqu'ici, c'est aujourd'hui que cette route-là est en chantier. Vous vous rappelez, je ne sais pas si c'est en 2000, quand le président de la République avait fait une sortie pour dire aujourd'hui, le Lomé est sauvé, on ne peut plus vivre les inondations. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Certes, il y a eu quelques routes qui ont été tracées. Malheureusement, ces routes-là, on n'a pas pris le bon soin de faire le travail de sorte que ce soit des routes qui puissent drainer les eaux pour empêcher les problèmes d'assainissement. Les problèmes d'assainissement. Bien, notez la suite de votre réponse dans un instant, puisqu'on me signale un autre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'antenne, c'est... Oui, c'est Gérard. Gérard, allez-y. Oui, salut, notre invité. Bonjour, monsieur Gérard. Oui. Vous savez, ce qui m'énerve chez les responsables de l'ANP, c'est qu'ils ne reconnaissent pas leur tard et leurs erreurs. Non, pourquoi... Allô. Allô? Oui, le mot tard, est-ce que c'est pas trop fort? Non, ce n'est pas trop fort. Disons-nous la vérité. Remarquez, depuis longtemps, les tares de l'ANP, quand je dis les tares de l'ANP,
Les gens de l'ANC n'aiment pas les critiques. 2, ils n'aiment pas, ils n'acceptent pas les propositions. 3, maintenant, quand on leur fait des observations, bon, il faut que les gens trompent le peuple. Non, le peuple est lucide. Nous sommes très intelligents. À partir du moment où nous avions soutenu l'ANC, c'est d'abord l'UNC, et c'est passé par l'ANC. Maintenant, quand les réflexions ont abouti au choix d'un autre candidat, mais il fallait que le minimum d'humilité, parce qu'au moins le candidat de l'ANC sache à un moment donné que le peuple veut le changement et non le peuple, ou bien le peuple n'est pas en quelque sorte la propriété privée de l'ANC. Maintenant, du moment où on a choisi le candidat de la DMK, les élections ont été truquées. Malgré ce trucage, il y a eu un 4% pour l'ANC. Normalement, si j'étais à la place des gens de l'ANC, je ne devais pas revenir encore sur les fautes, c'est-à-dire les propositions de tout ce qui s'est passé en 2020, c'est plutôt de recommencer, de repartir à nouveau, d'oublier même ce qu'on appelle DMK. Maintenant, chaque fois que les antennes, ils veulent critiquer la DMK. Or, le peuple est lucide. Le peuple est lucide. Ce n'est pas la DMK qui a trompé le peuple, mais c'est plutôt le peuple, sur les différentes élections qui se sont déroulées sur le territoire, a compris. S'il vous plaît, Gérard. On a noté. Quelle est votre question au final? Ma question, c'est que est-ce que l'ANC n'est pas aussi coupable de la situation actuelle? Bien, merci, c'est noté. C'est noté pour vous. Eh bien, je crois que la situation actuelle que traverse le peuple togolais, l'imputer entièrement à l'ANC serait... Non, mais en fait, il ne l'impute pas entièrement à l'ANC. Il dit, est-ce que l'ANC n'est pas aussi comptable de ce qui arrive à notre pays? Oui. Nous sommes comptables dès lors que nous n'avons pas eu le courage de dénoncer l'attitude de Monseigneur Kodjouro quand il a commencé en 2019. On aurait pu, en faisant abstraction de notre respect à l'Église catholique et à l'âge de Monseigneur Kodjouro, sortir pour dire que Monseigneur Kodjouro disait des contre-vérités. Et peut-être ça aurait pu éclaircir la compréhension de notre peuple pour lui permettre de prendre la décision idoine. C'est pour cela que nulle part vous ne verrez un responsable de l'ANC dire que le peuple a mal agi. Ah non! Le Togolais a voté en toute âme et conscience en fonction des informations qui étaient à sa disposition. Vous voyez? Et c'est pour cela que nous devons rétablir la vérité pour que désormais ce peuple-là, pour qui nous nous battons, puisse prendre ses responsabilités. C'est tout. Il y a cette question qu'on peut se poser aussi, ou qu'on peut vous poser. Oui. Supposons que Monseigneur Kodjouro n'était pas intervenu dans le débat. Supposons que Agueme Kodjouro n'était pas candidat et que c'est Jean-Pierre Fabre qui était candidat. Quelle aurait été la situation? Est-ce qu'elle serait meilleure que celle qu'on a toujours connue? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ce que nous devons savoir, et d'ailleurs, cette élection de 2020 l'a prouvé, que ce n'est pas la faute de l'ANC de ne pas pu prendre le pouvoir et l'exercer, mais c'est la faute au régime actuel qui ne veut pas laisser le pouvoir. Même en cas de défaite, ils ne veulent pas laisser le pouvoir. C'est ça. Les gens nous ont accusé que l'ANC, Jean-Pierre Fabre, vend sa victoire au régime RPT uni. Et la DMK a propagé cela parmi le peuple. C'est pour cela que les gens ont dit, bon, si c'est comme ça, si Jean-Pierre Fabre vend sa victoire, alors nous allons voter pour quelqu'un d'autre. Ils ont voté pour M. Kodjouro. Nous n'avons rien contre M. Kodjouro. Hein. Il est Togolais, il peut être président de la République. Oui. Est-ce qu'ils ont voté vraiment pour Kodjouro? Alors là, vous ne m'obligez pas à dire des choses que... Non, mais allez-y. Bien. Puisque, par exemple, sur le positionnement de votre parti au sortir des élections, et beaucoup n'ont pas vraiment compris que vous n'avez pas été clairement positionné. Non, on a été clairement positionné. On s'est positionné clairement. Nous avons sorti un premier communiqué au soir du 22 février pour dire que, au vu des informations qui nous sont parvenues dans Lomé et autour de Lomé, nous sommes devancés par
certains candidats, que sont le candidat du FPDD, M. Agbouime Kodjo, et le candidat de l'UNI, M. Nyassimbe Sosbina-Fort. Voilà, au soir du 22. Par la suite, nous avons sorti 3 autres communiqués pour situer le peuple par rapport au scrutin. Le 22, on disait ceci, que notre système mis en place pour collecter les résultats avait été empêché par le régime RPT parce que nous avons été coupés. Donc, les jours suivants, nous avons pu prendre connaissance des résultats à l'intérieur du pays. Et leur analyse nous a amené à conclure qu'il y avait tellement de fraudes, des bourrages d'urnes, des manipulations des procès-verbaux, et nous avons conclu que ce scrutin-là est à annuler et à être repris. Voilà. Oui, en conclusion, par exemple, les élections n'ont pas été correctes, selon vous. Les élections n'ont pas été correctes. Est-ce que cela, par exemple, n'enlève pas un peu de poids sur tout ce que vous remettez ou vous rejetez sur Monseigneur Kodjo et la DMK? Non, si les élections ne s'étaient pas bien passées, ce n'est pas la faute de Monseigneur Kodjo. C'est la faute aux organisateurs. C'est la faute au régime RPT uni qui a investi les bureaux de vote, les CELI et la CENI dans la fraude. Ça, ce n'est pas la faute de Monseigneur Kodjo. Nous allons retourner au téléphone. Allô? Allô? Allô, bonjour. Un instant pour avoir l'auditeur qui patientait au téléphone. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Vous êtes déjà Monsieur, dans le direct. Votre nom? C'est Aboubakar. Aboubakar. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Lukaku Toyotaba. Ok, allez-y. Je salue l'invité. Bonjour, monsieur Aboubakar. Moi, je voulais le demander pourquoi toute concertation, c'est l'UNIR qui prend le devant. Et ils ne peuvent pas refuser. Tout le temps, c'est l'UNIR qui prend le devant. Est-ce qu'il est sûr que l'UNIR va les laisser comme ça? C'est ce que j'ai à demander. Bien, merci. Vous avez compris sa question? J'ai compris sa question. Pourquoi c'est l'UNIR qui préside les discussions? Bon, il faut que quelqu'un préside quand même. Hein. Je me rappelle que l'APG, c'est Maître Yaobi Agbouibo, paix à son âme, qui avait dirigé ces débats. Et là n'est pas la question que quelqu'un préside ou non. Ce qui est important, c'est que les uns et les autres puissent accorder de crédibilité aux propositions qu'ils se font. Et que dans un débat comme celui-là, qu'on aboutisse à un consensus. Et c'est ce qui n'est pas le cas. Et c'est ce que l'ANC dénonce de la part du RPT uni. Et ce n'est pas en toute confiance que nous allons à ce débat, mais nous avons pensé que c'est de bonne foi que le RPT uni a convoqué ces assises-là et que pour une fois, ils allaient considérer l'intérêt du peuple togolais et agir dans ce sens. Nous avons des questions également qui sont laissées par les auditeurs sur les réseaux sociaux. Il y a par exemple cette question d'Elias. C'est vrai que j'ai également écouté ce type de classement qui ferait de Jean-Pierre Favre un richissime. On parle même de la 4e personnalité la plus riche du Togo. D'abord, est-ce que vous avez déjà écouté ça? Oui, ben, on dit qu'il est assez riche. Est-ce que les gens fantasment? Est-ce que c'est vrai ou pas? J'ai lu ça sur les réseaux sociaux. J'ai riais. Si M. Jean-Pierre Favre était riche, je ne dis pas si riche, hein, s'il était riche, mais je crois que l'ANC serait un parti vraiment au-dessus des autres. Hein, et M. Jean-Pierre Favre n'est pas riche. M. Jean-Pierre Favre, c'est quelqu'un qui se suffit au peu qu'il a et qui le consacre pour la lutte. Donc, vous mettez un thème à ce qui apparaît comme un fake news, alors? Non, c'est les gens fantasmes, c'est tout. Un autre auditeur, après Aboubakar. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, c'est Pelé. Vous êtes déjà à l'antenne, Pelé, allez-y. Je salue notre invité, ancien député, et suivi député. Monsieur Pelé, bonjour. Bonjour.
Bon, moi, ce que moi je vais dire, je pense que M. Mangolo m'a devancé. Mais je voudrais dire que quand moi je vois quelqu'un congolais qui n'est pas dans le gouvernement du RPP, il est opposant. Mais ça dépend des propos et des actes. Parce qu'il faut que les actes suivent vos discours. Je veux dire. Bon, de l'autre côté, tout à l'heure, vous venez de dire que après les élections là, vous sentez être en troisième position. Ou bien, c'est vous qui êtes en troisième position, c'est moi du pour moi. Allez-y. Moi, je voulais rebondir déjà quoi. Monsieur le député. Oui, vous dites? Vous étiez en troisième position. Selon les résultats donnés par la CENI et la Cour constitutionnelle, oui, nous sommes en troisième position. Ah bon. Bon, selon votre compilage direct en ce moment-là, parce que vous avez écrit un communiqué que l'UNI ou bien la DMK, ils sont largement en tête. Oui. C'est ça, non? Oui. Bon, directement, vous êtes en troisième position. Je voudrais savoir allez-y. La première position. Qui est en deuxième position? Ce que je vous ai dit pour la Sénat, que vous êtes en train de faire, c'est une bonne chose. Il faut aller discuter parce que l'option de l'opposition congolaise, c'est les urnes. Et il faut aller discuter de ce qui va se dérouler. Mais moi, mon inquiétude est quoi? Mais vous êtes long, s'il vous plaît. Il faut être bref, s'il vous plaît. Oui, mon inquiétude est quoi? Je prépare en 2013, vous avez lancé avec une minorité de blocage à l'Assemblée. Aujourd'hui, le RPP a totalement tout pour faire tout. Il peut faire tout. S'il veut vendre le Togo, il peut le vendre. Pourquoi aller discuter encore avec le RPP? Pour faire quoi? Le RPP peut décider tout ce qu'il veut et nous, on va consommer. Bien, merci. On a noté, s'il vous plaît, Pelé, vous avez été assez long dans votre intervention et réaction. Franchement, je n'ai pas compris ce que M. Pelé voulait dire. Et je crois qu'il dit une chose et son contraire. Il dit que c'est bien d'aller discuter, mais étant donné que le RPT uni domine l'Assemblée, qui ne voit pas pourquoi nous sommes là pour discuter. Non, je crois que nous avons le devoir de discuter avec les camarades, du moins les acteurs politiques, pour recadrer le débat politique et assainir l'environnement politique, afin de permettre que des élections ne soient plus source de conflits, mais que ce soit un élément qui œuvre dans le sens du développement de notre pays. C'est pour cela que l'ANC trouve l'importance de discuter. Il suffit que tous les acteurs soient de bonne foi pour que notre pays puisse avancer. C'est donc noté. Nous allons, après Pelé, avoir encore un autre auditeur. Allô? Allô? Après Pelé, est-ce qu'on a un auditeur? Allô? Oui. Oui, vous bonjour, êtes monsieur. Oui, allô, bonjour. C'est Pyramide FM. Oui, vous êtes déjà à l'antenne. Quel est votre nom? C'est Matema. Ok. Allô? Oui, allez-y. Ok. C'est pour dire que le Togo, toujours moi je le dis, si on veut organiser les élections au Togo, si c'est la communauté internationale ou l'ONU, là, le peuple togolais va voter. Mais je vous dis qu'à l'heure actuelle, le Togo, pour organiser les élections, le peuple va aller voter. Je vous dis que RPT Irir, ils vont toujours gagner. L'opposition ne verra jamais dans ce pays le fauteuil présidentiel. Moi, je vous dis ça. Il faut le noter. L'invité, le peuple fait. Il fait tout. Mais RPT Irir, là, je vous dis, il déguise, il transforme, il manipule les procès-verbaux et ils prennent le pouvoir. Je vous assure, ça c'est un. De deux, on a parlé d'Abbas Bonfo. Abbas Bonfo n'était pas président de la République. Est-ce que c'est aujourd'hui, Foria Senghor va le réveiller dans la tombe pour le reconnaître? Ça c'est un crime. C'est un crime dans ce pays. Pourquoi parler de crime? Non, c'est un crime. Quelqu'un qui est de votre parti, et vous le traitez comme ça. Est-ce normal? Ok, on a noté les deux questions, s'il vous plaît, cher ami. Merci de nous avoir appelés.
sur la première question. D'abord, je ne sais pas s'il ne faudrait pas faire évoluer cette terminologie. De plus en plus de Togolais, notamment des partis politiques de l'opposition, parlent de RPT uni. On sait très bien que la situation au niveau du parti au pouvoir a évolué depuis. Il n'y a que unir, en réalité. Oui, le parti politique qui existe aujourd'hui, c'est l'UNI. Mais l'UNI, c'est le RPT. Parce que rien n'a changé dans leur manière de faire. En réalité, c'est un serpent qui a fait sa mue. Et il reste serpent. Donc vous vous plaisez à les appeler RPT uni? Oui, parce qu'ils le sont. Ok. Maintenant, la réponse à la question de l'auditeur. Il pense que les élections, tant qu'on ne continuera pas à les organiser à huis clos et que c'est toujours le parti au pouvoir qui gagnera, ou du moins qui restera au pouvoir. Bon, ce que les Togolais doivent savoir, c'est que certes, en 1958, l'ONU avait présidé à l'organisation des élections législatives qui avait vu la victoire des nationalistes. Mais à l'époque, nous n'étions pas indépendants. Nous étions placés sous mandat, sous tutelle de la France. Et donc, nous appartenions à l'ONU, en fait. Notre parrain était l'ONU. Aujourd'hui, nous sommes indépendants. Et nous devons faire les choses en ayant dans notre conscience que nous sommes indépendants. Il n'y a pas longtemps, en 2011, l'ONU était en Côte d'Ivoire pour l'organisation des élections présidentielles. La CEDEAO y était. On a vu ce qui s'est passé. Donc, la communauté internationale n'est pas forcément le meilleur indicateur pour avoir de bonnes élections. C'est une question de conscience des dirigeants. C'est une question de conscience des dirigeants et une question de responsabilité d'un peuple. Nous avons vu au Burkina, il y avait Blaise Compaoré. Il gagnait toutes les élections. Le peuple votait parfois pour l'opposition. Mais il a suffi que le peuple prenne ses responsabilités de manière résolue pour que Blaise Compaoré s'en aille. Ok, c'est noté. La deuxième partie de la question à propos d'Abbas Bonfo, notre ami, lui, il a parlé carrément de crime. Je ne sais pas si c'est une position que vous partagez aussi. Moi, ce que je vais dire, c'est que le RPT UNIR est coutumier du fait. Je l'ai dit de façon voilée que si on met de côté les manigances, les manipulations qui ont eu lieu pour que Abbas Bonfo devienne président par intérim, c'était pour dire qu'en réalité, ce n'était pas lui qui allait être président par intérim, qu'il y avait, paix à son âme, M. Nachaba, qui aurait dû être président par intérim. Et ils sont tous du même parti politique, le RPT à l'époque. Eh bien, voilà, ils ont exercé leur dictature comme d'habitude. En fait, c'est le salaire qui est réservé aux corrompus, qui a été servi à M. Abbas Bonfo, parce qu'il a accepté de prendre la place qui ne lui revenait pas en réalité. J'ai noté. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est commis. De Zanguera? Oui, affirmatif. S'il vous plaît, DG, faites le possible, le tout, pour nous ramener les membres du UNIR. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je ne sais pas s'ils se cachent sous des tables ou bien sous des lits. Faites tout pour que dans les jours à venir, on puisse discuter avec eux et échanger sur des questions. Pour notre invité du jour, à l'écouter sur la Sénat, le rapport de force que l'ANC a mené au Sénat, c'est la pause. C'est-à-dire, on suspend nos membres jusqu'à ce que le régime revienne sur de bonnes positions et ils vont reprendre. C'est ce rapport de force-là. Est-ce que vraiment ça peut balancer les débats au niveau du Sénat? Sinon, quel autre type de rapport de force ils vont entreprendre ou bien ils vont faire intervenir pour changer les donnes? Si nous n'arrivaient pas à le faire, est-ce qu'ils ne rejoignent pas le CAR et la DMK qui ont au prime abord boycotté cette étape?
pour finir, est-ce que si tout ça là n'est pas fait, est-ce qu'on peut revenir encore en 2015 où on nous chantait pas de réforme, pas d'élection, et au finish, on participe et on se fait battre. Merci. Et merci pour votre intervention. Réaction. Merci à M. Kwame. Et ce n'est pas un rapport de force. Hein. L'ANC ne dit pas que nous avons un rapport de force, donc nous allons l'exercer sur les autres. Non. L'ANC évoque une question de bon sens pour l'intérêt du peuple togolais. Et je vais vous donner un exemple d'un des sujets qui sont discutés à la Sénat. Le découpage électoral pour les législatives. Vous savez qu'au Togo aujourd'hui, qu'il y a des préfectures qui sont autonomes, qui ont 2 sièges au minimum, mais il y a des préfectures qui n'ont même pas un seul siège. Je prends par exemple les préfectures de Cloto et de Pelé. Les 2 préfectures-là ont 3 sièges. À supposer que pour la constitution des listes des partis politiques aux élections législatives, l'UNIR en prenant, en alignant ses candidats, prend quelqu'un de Cloto, tête de liste. L'ANC prend quelqu'un de Cloto, tête de liste. Je donne à tout hasard un autre parti. Hein, je prends le cas. Le cas prend quelqu'un de Cloto, tête de liste. Et à l'issue du scrutin, l'UNIR a un élu. Il sera de Cloto. L'ANC a un élu. Il sera de Cloto. Le CAR a un élu. Il sera de Cloto. Et au finish, Belé n'a pas d'élu. Nous trouvons que c'est aberrant. Et l'ANC dit, il faut que chaque préfecture soit autonome. Qu'au minimum, chaque préfecture ait au moins 2 sièges. C'est le minimum. Est-ce que ça, c'est parce qu'on a un rapport de force qu'on le fait? Mais c'est le bon sens. Non, la question de l'auditeur, c'est que, par exemple, vous boycottez les travaux, oui. Vous entretenez du coup un rapport de force, ou vous entrez en conflit carrément avec ceux qui organisent. Nous ne voyons pas les choses comme cela. Nous nous disons à nos camarades, agissons dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est tout. En fait, s'il faut parler de rapport de force, ce serait alors notre rapport de force. Vous faites pression sur les organisateurs. En fait, est-ce que c'est faire pression? Est-ce que demander aux gens de faire bien les choses, c'est faire pression? Non. Ça noté la deuxième partie de la question. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai oublié, s'il vous plaît. Il parle de 2015. C'est vrai qu'il y a eu toute la littérature qui a été racontée. Autour de 2015, pas d'élection, pas de réforme, pas d'élection. Non, ce n'est pas l'ANC qui avait dit que pas de réforme, pas d'élection. Nous étions dans un regroupement appelé à l'époque CSP. CSP. Quand il parle là de 2015, il y avait d'abord le CSP avant CAF 2015. Et c'est au sein du CSP, et je ne vais pas citer le nom, des camarades qui avaient mis sur une pancarte pas de réforme, pas d'élection, mais ce n'était pas l'ANC. Et nous, quand on est dans un regroupement, nous n'aimons pas catégoriser nos camarades. Non, voilà. Mais est-ce que c'est une position que vous partagez aussi à l'époque? Je ne vais pas revenir faire l'histoire pour dire nous partageons ou pas. Mais justement, il y a une question. Vous avez constaté que durant cette émission, on est revenu longuement sur 2020. Pourquoi ne pas, par exemple, pour les Togo, oublier un certain nombre de faits historiques et faire évoluer le débat politique? Parce que très souvent, dans notre pays, il y a des questions qui sont focalisées, notamment, par exemple, depuis quelque temps, sur 2020. Il y en avait eu avant, sur les années 90. Aujourd'hui, c'est 2020 qui revient. Vous savez, c'est bien de faire, d'oublier certains événements pour avancer. Mais il arrive des fois que quand vous oubliez, vous ne trouvez plus les ressources nécessaires pour avancer. Parce que les erreurs commises en 2020 peuvent demeurer. Il faut les corriger pour qu'elles ne se répètent plus. Et ça permet d'avancer. C'est juste l'importance de l'exercice.
Je disais tantôt que Jean-Pierre Fabre était devant la presse et il a dit un certain nombre de choses. Il a dit ici, par exemple, qu'il reste engagé pour l'alternance au Togo. Mais est-ce qu'il n'est pas fatigué? Et je ne vois pas un combattant déterminé, convaincu, qui n'a pas encore atteint l'objectif visé, qui dise qu'il est fatigué. Ah non. Le roi Tchaka Zulu qui disait, si c'est aux portes de l'ennemi que les généraux se diront fatigués, je les mettrai tous à mort. En réalité, un combattant déterminé, résolument déterminé, ne se fatigue pas. Mais il consacre sa vie pour sa conviction. Sa détermination, est-ce qu'elle n'est pas en partie altérée par le fait qu'il soit devenu maire d'une grande commune? Non. Est-ce que quand on devient maire d'une commune, ça vous empêche de continuer à se battre? Est-ce qu'on n'a jamais vu un maire d'une commune devenir président de la République? Moi, il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples. Donc, le fait que pour M. Jean-Pierre Fabre de devenir maire n'engage en rien, n'entache en rien sa détermination pour la libération de ce peuple. En France, permettez-moi de prendre l'exemple de la France, Jacques Chirac, il était maire. Il était maire et pourtant il était devenu président de la République. Nous allons prendre un dernier auditeur. Allô? Nous avons une dizaine. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, votre nom? Avogadro du Père de Dogomé. Monsieur? Avogadro. Avogadro. Oui. C'est votre sobriquet? Oui, monsieur. Ok. D'abord, je voudrais vous souhaiter un joyeux anniversaire. Merci. Et pour l'inviter là, je le salue. Bonjour, monsieur Avogadro. Oui. Oui, parfois, l'ANC, c'est-à-dire, le slogan de l'ANC, c'est que ils sont des peuples de la partie majoritaire, quoi. J'aimerais leur poser la question. Qu'il y a fait, c'est-à-dire, il a la partie la plus reconnue. Et qu'il y a fait, c'est-à-dire, qu'il y a fait cette autorité-là, c'est-à-dire, le parti populaire qu'il est là, grâce à qui il est devenu le parti le plus connu sur cette territoire-là. Et la deuxième question, avant l'élection du 22 février 2020, là, avant cette élection, en 2015, je crois, toutes les autres partis se sont mis derrière l'ANC pour que seulement il y ait eu l'alternance. Et pourquoi en 2020, l'ANC n'a pas accepté de supporter la DMK pour qu'il y ait l'alternance? Bien, c'est noté. La première partie de la question, moi, je n'ai pas très bien compris. Je dis, l'ANC disait parfois qu'il est la partie la plus connue, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de majorité, quoi. Ok, notre ami, notre invité a finalement compris le fond de votre pensée. Il va réagir rapidement. Mon frère Avogadro, vous dites que l'ANC c'est dit le parti le plus populaire, c'est ce que vous voulez dire. Et oui, l'ANC est un parti populaire. Le peuple a toujours fait confiance à l'ANC en lui accordant son suffrage. Et c'est pour cela que nous savons que nous sommes populaires. Et nous le sommes justement parce que nous sommes toujours aux côtés du peuple. Nous travaillons, nous allons dans les hameaux les plus reculés pour porter les idéaux de l'ANC. Mais nous ne disons jamais que les autres n'existent pas. Parce que ce n'est pas à nous de le dire, c'est au peuple. Cependant, dernièrement, nous avons dit que pour nos activités, nous les ferons, nous les mènerons avec des partis que nous considérons sérieux. Et ça m'amène à répondre à votre question qui est pourquoi l'ANC ne s'est pas mise avec la DMK pour porter la candidature de M. Kodjo Agboyeme alors que par le passé,
d'autres partis politiques avaient soutenu le candidat de l'ANC. D'abord en 2010, c'est des partis politiques de l'opposition qui s'étaient accordés pour choisir un des leurs pour la candidature unique. Malheureusement, à Paris, autour de M. Bokor, les partis qui étaient présents n'avaient pas réussi à s'accorder sur la candidature de Jean-Pierre Fabre. M. Agboumé, qui était présent ce jour-là, était d'accord pour que M. Jean-Pierre Fabre soit le candidat de leur regroupement, mais avait refusé de signer la déclaration finale en promettant le faire une fois à Lomé. Malheureusement, une fois à Lomé, il s'était porté candidat contre son candidat. Madame Adjamambou Johnson, qui était aussi à Paris, elle avait quitté les discussions parce qu'elle sentait que le choix n'allait pas se porter sur sa personne. Maître Yavi Agboibo également, qui était là, avait quitté les discussions pour les mêmes raisons. Et c'est seulement l'a dit, je crois, et voilà d'autres, et M. Bokor, qui étaient les seuls à s'engager autour de la candidature de M. Jean-Pierre Fabre. C'est quand la candidature de M. Nyam Nyam avait été refusée que lui aussi s'était joint à l'UFC pour porter la candidature de M. Jean-Pierre Fabre. Et donc, en 2010, il n'y avait pas eu de candidat unique de l'opposition, puisqu'il y avait d'autres candidats, dont M. Kodjo Agboumé, Mme Brigitte Adjamambou Johnson, pour ne citer que ceux-ci. En 2015, il n'y avait pas qu'un seul candidat de l'opposition. Il y avait le CAP 2015 qui avait choisi M. Jean-Pierre Fabre comme candidat de leur regroupement. Mais il n'était pas le seul candidat de l'opposition non plus. On se rappelle, M. Kodjo à l'époque, lui, il s'était aligné derrière la candidature de M. Fornia Singbe. Donc, à aucun moment dans notre histoire, il y a eu de candidat unique de l'opposition. Même en 2005, Bob Akitaï n'avait pas été le candidat unique de l'opposition, puisqu'il y avait d'autres candidats de l'opposition. Voilà ce que je tenais à... Mais en fait, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je l'ai posé comme question tantôt. Pourquoi revenir tout le temps sur le passé? En fait, l'auditeur, c'est lui qui vous a amené encore à reparler du passé. Ah oui. Mais pourquoi, par exemple, ça intéresse tant les Togolais? Justement, c'est parce que jusqu'ici, notre peuple n'a pas compris certains actes de notre politique. Okay, Parce que... Non, c'est noté parce qu'il nous reste 4 minutes. Ouais. Je voudrais qu'on parle rapidement du passage du Togo devant le comité des droits de l'homme, puisque devant ce comité, il a été question de plusieurs sujets liés aux atteintes aux droits de l'homme. Le gouvernement togolais a donné beaucoup de réponses, a fait beaucoup de promesses aussi, puisque un certain nombre de textes, notamment, sont en train d'être revisités pour les adapter au pacte international consacré aux droits civils et politiques. On a notamment parlé des lieux de détention. Vous avez dit que vous avez fait la prison. 5 ans. À Lomé? Lomé et Thiévié. Oui, je ne sais pas si, entre-temps, vous avez eu vent des améliorations qui ont été portées notamment dans les prisons. Par exemple, aujourd'hui, le nombre de nourriture, avant, c'était une fois dans la journée. Maintenant, c'est 2 fois. Est-ce que c'est pas des efforts qu'il faut soutenir? D'abord, je voudrais avoir une pensée pour les détenus de nos prisons au Togo. Et je voudrais saluer également certains camarades qui sont aujourd'hui encore en prison, dont l'honorable député Pataya Singbe, parce que j'ai fait la prison de Lomé avec lui. Et je peux vous dire que nos prisons sont des véritables mouroirs. Le Togolais a un certain courage. C'est pour cela que des gens vont en prison et reviennent. Je crois que notre lutte pour la libération nous a donné une certaine force surhumaine qui permet aux Togolais de résister à ces conditions de détention.
quand vous parlez de l'amélioration des conditions de détention, notamment la restauration, je peux vous dire que la plupart des détenus ne consomment pas ce qui leur est servi. Parce que c'est de très mauvaise qualité. Mais sur la qualité aussi, on a appris qu'il y a de l'amélioration. Bon, moi, je ne peux pas infirmer ou confirmer ce que vous dites parce que j'ai quitté la prison depuis 2018 et je ne sais pas si après moi, il y a eu des améliorations. Sauf que moi, quand j'étais, excusez-moi de parler de ma personne, ce n'est pas de mon habitude, hein, moi, je n'avais jamais pris ce qui était servi. Et beaucoup de détenus ne consommaient pas ce qui était servi. De mauvaise qualité? De très mauvaise qualité. Ok, nous n'avons pas beaucoup de temps pour revenir sur ce passage du Togo devant le Comité des droits de l'homme de la société. Vous voulez ajouter? Oui, je voulais ajouter que, parlant de la détention, l'ANC, au cours de cette discussion, demande, sous forme de mesures d'apaisement, que des détenus politiques soient libérés. Cela va détendre un peu le climat politique. Je donne l'exemple de monsieur, j'en ai déjà parlé pour monsieur Pacha, mais monsieur Dumont-Oré. Bon, ce que monsieur Dumont-Oré a dit, beaucoup de Togolais le disent, mais peut-être sous d'autres formes. C'est un délit d'opinion. Je ne vois pas pourquoi il faut forcément l'incarcérer. Vous demandez donc la libération de ceux qui sont incarcérés à la prison civile de Lomé, notamment pour leur prise de position politique. Exactement. On a compris, cette émission s'achève malheureusement. C'est la première fois que vous venez, notamment au D12. Nous sommes en célébration de notre 5e anniversaire. Je ne sais pas ce que vous savez de Pyramide. Ah, je ne le savais pas. Dans votre introduction, j'ai compris que vous êtes à votre 5e anniversaire et je profite pour vous souhaiter joyeux anniversaire et vous encourager parce que vous faites un travail excellent. C'est très utile d'informer le peuple et ce travail c'est aussi comme un sacerdoce et il est de notre devoir de vous encourager et de demander au gouvernement de prendre les dispositions pour que la presse, la communication, tout ceci ne soit plus trop traqué comme on le vit actuellement, des fermetures des radios par-ci, par-là, mais que ceux qui nous servent dans ce domaine-là puissent le faire en toute quiétude. Merci beaucoup, Kwabi Manti, secrétaire général adjoint, ancien député, membre du comité politique de l'Alliance nationale pour le changement. Merci d'être venu. Merci à Romaric Freitas d'être resté à la technique. Moi, je suis Pierrot Athiobou. L'émission sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Au revoir.